j'ai eu l'occasion de voir aussi, puisqu'on parle de ces vidéos qui circulent, et les animaux sont vraiment étonnants, à plus d'un titre. L'occasion de voir cette jeune fille, une blanche, africaine, qui, qui a cette facilité de communiquer. Alors, communiquer, certainement qu'elle le fait, mais en tout cas, elle a cette facilité d'être acceptée par les fauves, qui eux sont sauvages. J'ai pu voir je crois que c'était une autre femme, là pour le coup, une femme qui était d'un âge adulte, qui mentionnait qu'un guépard, dès le moment où on regarde dans les yeux, n'attaquera jamais. J'entends un guépard sauvage, hein, n'attaquera jamais. Que dès le moment où on détourne le regard, le guépard, à la rigueur, essaiera peut-être de sauter sur la personne. Il suffit de le regarder dans les yeux pour que le guépard fuit. Alors j'aimerais peut-être essayer de saisir ou de comprendre qu'est-ce que représente l'homme pour les animaux, et peut-être plus les animaux sauvages. Finalement, qu'est-ce qu'ils perçoivent de nous? Parce que autant on est peut-être un animal, hein, on a un corps physique, dense, certes, mais on est soi-disant doué de conscience. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Je ne sais pas si on peut faire appel à la raison, quoique, oui, peut-être, mais bon. Alors, comment nous perçoivent les animaux? Qu'est-ce que l'on est pour eux, à travers nos problèmes, nos souffrances, nos prises de tête, des fois pour pas grand-chose, enfin bref. C'est se mettre à la place d'un animal et de voir les êtres humains. Oui. Alors, sauvages, déjà, commençons peut-être par les animaux sauvages, si jamais ça vous a été donné, peut-être des chevaux sauvages. Comment ils perçoivent les êtres humains? Enfin, toi, je vais le prendre, mais tu vas parler, c'est beaucoup son thème. Moi, j'ai rencontré des animaux sauvages et j'étais devant eux. D'ailleurs, c'est les expériences dans Little Wolf, ça c'est les expériences avec les rencontres avec des animaux sauvages. Il y a pas, bon, d'abord, ils ont la même conscience que nous, ils ont une conscience pareille que nous, sauf qu'elle c'est pas une conscience créatrice, mais ils sont pas en train de se poser des questions sur l'être humain. Il n'y a pas de questionnement de qui c'est ça en face de. Ils sont directement devant l'être humain et c'est directement est-ce que c'est un péril ou pas un péril? Est-ce que c'est mangeable ou pas mangeable? Enfin, c'est ce type de questionnement. C'est pas des questions sur. Ils n'ont pas le même type de questions qu'on a nous, par rapport à qui on est nous. Le questionnement sur soi. Ils n'ont pas ça, les animaux. Le questionnement sur qui je suis. Ici. J'entends bien ça, mais alors, d'un autre côté, si je ne suis pas de la nourriture pour un animal sauvage, je prends l'exemple d'un lion. Hein. Yeah. Si je ne suis pas de la nourriture, et si je ne suis pas un danger, comment peut-on expliquer le fait que je peux devenir, entre guillemets, un ami, c'est un grand mot, hein, Oui, avec un animal sauvage? Tu veux prendre? Parce que pour moi, il n'y a pas de terme d'ami, en fait. Ouais. Mais... Non, mais alors, moi, je pense... est-ce à dire qu'on fait partie de la meute, qu'on fait partie du groupe? Moi, je pense que la réalité, c'est que les animaux, bon, c'est vrai que après, dans un premier abord, ils vont voir s'il n'y a pas un danger ou s'il n'y a pas la possibilité de manger. Ok. Mais je pense aussi que, on l'a vu, on l'a constaté à travers le monde, plusieurs personnes, que les animaux ressentent avant tout, perçoivent toutes nos énergies, nos intentions. C'est-à-dire qu'à travers nos intentions, on émane des énergies. Et ces énergies-là sont perçues par tous les animaux. On a pu voir qu'il y a des personnes qui sont complètement adaptées dans une meute de loups, qui vont pouvoir s'intégrer, qui vont pouvoir jouer avec eux, alors que c'est complètement des loups sauvages. Parce que tout simplement, la personne a quelque chose d'incroyablement beau dans le cœur, qui fait qu'elle émane des énergies très positives et qui vont être perçues par les animaux comme étant non pas une source de danger, mais au contraire quelque chose d'une autre dimension, on va dire, par rapport à l'être humain. Et c'est ça qui va faire que l'animal va accepter. Moi, je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense que c'est comme ça. On a pu le constater. En tout cas, nous, on a fait nos expériences. Je prends l'exemple dans le Montana, où on faisait une randonnée sur un lac d'altitude. Et là, on a vu deux femelles de daims, en fait, de deux grandes biches énormes. Et elles mangeaient, quand elles nous ont vus, comme quand elles voient beaucoup de randonneurs, elles prennent la fuite. Il y en a une qui a pris la fuite, elles étaient deux, et la deuxième nous a regardé de très loin. Et là, on a fait rapidement une communication avec elle, en lui envoyant tout simplement l'intention, en lui disant qu'on ne lui voulait absolument pas de mal, et qu'on avait très envie tout simplement de pouvoir partager ce moment avec elle, et avec beaucoup d'amour. Nos intentions étaient avec beaucoup d'amour, parce qu'on aime énormément les animaux. Alors, il s'est passé une chose incroyable, c'est que la biche, au lieu de s'en aller, elle est montée sur le chemin de randonnée où on était, elle est venue vers nous, à 2 mètres de nous, elle nous a fait face,
Elle nous a regardé dans les yeux, ça a duré peut-être 5-10 minutes, je ne sais pas exactement, mais elle était là, elle n'avait plus peur. Alors moi je pense que c'est, au-delà de la communication qu'on a fait, c'est aussi les énergies qu'on émanait, l'amour qu'on émanait pour elle, ces énergies-là qui étaient très positives et qu'elle a perçues en priorité. Et après, bon, dans la communication qu'on a fait, où on lui a expliqué carrément qu'elle n'était pas en danger avec nous, elle a peut-être perçu aussi. Mais les animaux sont très 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 sensibles à tout ça, aux énergies, à ce que l'être humain dégage. Oui. Enfin, quand même, avis aux lecteurs, enfin aux auditeurs, il ne faut pas se dire je suis spirituel et se mettre en plein milieu devant des ours ou des tigres parce qu'ils vont se faire manger. Il ne faut pas dire moi j'émane des choses spirituelles et aller se mettre en danger. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est quand même des animaux sauvages et... Ça, c'était le cas d'une biche C'était un exemple. On ne risquait rien, bien entendu. Ouais. Par contre, un autre exemple bien concret, on était au parc de Yellowstone où il y a des centaines et des milliers de bisons en liberté. Ouais. Et on a vu un groupe de bisons qui étaient à part, dans une prairie. Et on est allé s'en approcher un petit peu parce qu'on avait envie de communiquer avec eux. Et il y avait un mâle alpha avec sa femelle et son petit. Et on est arrivé à peu près 20 mètres d'eux. Et là, quand on a fait la communication, on a bien compris clairement du mâle alpha, ne vous approchez pas plus, vous êtes dans mon territoire, au-delà de ça, vous êtes en danger. Voilà. Ça, c'est aussi la communication. Oui, parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont charged tous les ans, qui sont chargés. Bisons, chargés. Alors, est-ce à dire que, je reprends l'exemple de la biche, puisqu'elle s'est approchée de vous, est-ce que vous avez pu, par exemple... Est-ce que c'est différent de communiquer avec un animal domestique qu'avec un animal sauvage? Est-ce que dans le cadre de la communication, il est plus facile peut-être de communiquer avec un animal domestique qu'un animal sauvage? L'exemple de cette biche, au-delà de ce que vous avez émis comme pensée vis-à-vis de la biche, elle les a bien reçues, elle est venue vers vous à 2 mètres, c'est pas rien, hein, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un très beau cadeau. Ouais. Est-ce que cette dernière vous a communiqué quelque chose ou pas, justement? C'est pas de la même façon. Bon. Après, si tu veux, tu reprends. Un animal domestique, la communication qu'on fait régulièrement avec les chevaux, les chiens, les chats, les perroquets, c'est l'animal domestique est imprégné. Il est imprégné de la personne avec qui il vit et il prend beaucoup les émotions, les états d'âme, le style de vie, les pensées pas autour de l'être humain. Donc c'est clair que la communication, elle est différente. Plus un animal vit avec un humain, plus c'est imprégné de ça. Avec un animal domestique, il y a pas tellement... Sauvage, pardon, oui. C'est pas tellement je te parle par le moi. On reçoit, on est plus dans la réception de choses. On se connecte à l'esprit, c'est beaucoup plus pur, si je peux le dire. Oui, moins entaché. Donc il n'y a pas forcément de communication à double sens. Est-ce que le fait de vivre avec des animaux domestiques, c'est comme si ces derniers se construisaient un moi, j'allais dire? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est intéressant de le dire comme ça. À partir du moment où l'animal est imprégné par l'homme, en fait, ils partagent une vie ensemble, ils partagent des émotions ensemble, et ça implique que on dénature l'animal déjà. Et ça implique aussi que oui, forcément, il y a une conscience différente d'un animal normal, sauvage, quoi. Une conscience autre. Oui. Et c'est pour ça que la communication est différente. Oui. Quand on va communiquer avec un animal domestique, on va recevoir beaucoup plus de choses qui s'apparentent à l'être humain dans la communication, sous forme d'émotions, de ressentis, de phrases ou des choses comme ça, qui s'apparentent, qui sont associées un petit peu à l'être humain. C'est vrai qu'avec un animal sauvage, c'est différent. C'est sous forme on va dire, c'est pas sous forme de langage, c'est pas sous forme de parole qu'on va sentir ou recevoir les choses. Et le sens du moi, c'est intéressant. C'est vrai que ils ont tous le sens de moi. Ils ont tous une individualité. Donc chaque animal, même un animal sauvage, il a ce sens du moi. Mais c'est vrai que, évidemment, un animal domestique, c'est beaucoup plus développé dans le sens de nous, des humains. C'est plus proche, ce type de moi. Et l'éventail des émotions est plus ample. D'accord. Est très ample.
Alors la question qui vient, tout à l'heure on mentionnait les félins qui étaient plus indépendants, comparé aux chiens, qui est considéré comme le meilleur ami de l'homme, encore des mots. Hein. Dans ce sens-là, ce que j'aimerais saisir, c'est le chien est vraiment dans la dévotion vis-à-vis de ce qu'il considère comme le mal, l'alpha, hein, pour le coup, pour reprendre Conrad, puisque le chien perçoit son monde à travers la notion de meute. Donc tout ce qui a trait à la famille, ça sera sa famille. Alors que le chat, il va, il vient, et on a tendance à entendre, hein, le nombre de fois que j'ai pu entendre là, cette phrase, nous appartenons au chat. Nous sommes ses serviteurs. Hein. Il y a cette notion-là. Le chat, finalement, il est chez lui. Vous êtes chez lui. Et voilà, vous lui donnez à manger quand il a faim. Et vous lui ouvrez la porte quand il a envie de sortir. Le chien n'a pas ce rapport-là à l'humain. Alors, par rapport justement au degré de conscience, qu'est-ce que ça sous-entend par rapport au développement de la conscience? Est-ce à dire que le chien n'est pas encore tout à fait dans cette individualité que pourrait représenter le chat, sur cette indépendance qu'a le chat? Moi, pour moi, il n'y a pas de conscience plus ou moins qu'aucun animal. Ils sont tous, c'est juste différent. Il n'y a pas de plus grand développement ou moins grand développement. What do you think? Mais si on observe par exemple les animaux sauvages, je prends l'exemple d'une meute de loups et des félins. La meute de loups va justement rester en meute. Et le félin a beaucoup tendance à être solitaire. D'accord? Excepté les lions par exemple, mais la plupart des félins restent solitaires, les pumas, les tigres, léopards, tout ça, les tigres. Eh bien, même à travers l'être humain, je pense qu'ils ont quand même cette notion de leur instinct primitif. C'est-à-dire le félin va rester un félin, même s'il est imprégné de l'homme, et le chien qui descend des meutes, qui descend de ses ancêtres avec des meutes, va avoir besoin d'être dans la meute et d'instaurer une hiérarchie. Et d'autant plus que si on regarde un petit peu même aux animaux domestiques, et le chat va avoir envie d'aller chasser. Dans son instinct sauvage, il a ça dans ses gènes, il a envie d'aller chasser. Un chien va être imprégné de l'homme et va être dépendant de l'homme. Il va pas avoir envie d'aller chasser, il va être dépendant de la meute. Il va rester dans la meute pour se nourrir, etc. Et comme la meute, c'est nous, et qu'on lui donne à manger, il va devenir complètement dépendant de ça. Quand on voit par exemple, je prends l'exemple de cas perdu, quand je prends un chat qui a été perdu, je sais qu'il va se nourrir, quand je communique avec lui, je sais qu'il se nourrit, qu'il va chasser, qu'il va faire des choses que font les animaux sauvages. Un chien, non. Un chien, si à la limite, s'il est perdu, s'il a des poubelles à proximité, il va faire les poubelles, mais s'il est perdu dans la forêt, il ne va pas pouvoir chasser. Il n'a pas cet instinct-là en étant solitaire. Alors, je reviens sur le chat. Est-ce que de la communication que vous avez pu avoir avec les chats, est-ce que ces derniers, justement, nous considèrent comme étant à leur service? Non, moi je pense pas. Ça, c'est un terme humain encore. On a tendance à mettre des termes humains sur les animaux, comme le mot fier, à leur service. Non, ils sont qui ils sont. That's all. D'accord. Alors, à travers les animaux que nous consommons, on est obligé d'aborder cette phase-là. C'est un sujet délicat. Oui, tout à fait. Alors, par quoi commencer? C'est tellement vaste. Il est clair que l'élevage en batterie, à l'heure actuelle, est quelque chose de totalement incroyable. Il y a de nombreuses associations qui font en sorte de défendre ces animaux qui, quelque part, malheureusement, s'ils n'avaient pas là aussi les êtres humains pour pouvoir les défendre, sont assujettis au bon vouloir des êtres humains. Intéressant de constater finalement le peu de considération que l'on a pour ces animaux élevés en batterie. Il n'est pas étonnant que finalement on ne fait ni plus ni moins à l'être humain que ce qu'on fait aux animaux. Donc dès le moment où on a des animaux en batterie, pourquoi pas des êtres humains en batterie, hein. Finalement, le pas à franchir est très facile. Et il a déjà été franchi à certaines reprises dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas dans quelle mesure il vous a été donné de pouvoir communiquer avec des animaux qui se sont retrouvés dans ce genre de circonstances. J'entends peut-être, alors déjà d'une part les vaches, les porcs et les poules, de voir comment elles sont amassées d'un point de vue industriel elles ne voient jamais la lumière du jour, j'entends pour les poules, ou de voir ces porcs qui sont les uns sur les autres au point qu'ils deviennent carnivores, qu'ils se mangent entre eux, c'est totalement surréaliste.
De voir une vache qui va à l'abattoir, et je ne sais pas dans quelle mesure finalement ces animaux, de là où ils se retrouvent, dans ces élevages en batterie, ont conscience de ce qui les attend au final. Ils ont très conscience. Moi, je suis passée à Fresno en allant, enfin, c'était justement en allant au Montana plusieurs années auparavant. Il y a une partie au nord de la Californie qui s'appelle Fresno, et il y a des milliers et des milliers d'étendues de vaches qui vont être destinées aux hamburgers. Et moi, j'ai jamais voulu faire une communication avec les animaux qui sont destinés à ça, parce que j'avais aucune envie de sentir la souffrance, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans. Malheureusement, cette fois-là, enfin malheureusement, je sais pas, on me l'a envoyé. C'est-à-dire que je passais en voiture et on m'a envoyé, et j'ai tout vu. J'ai tout eu, toutes les images de ce qui se passait après, sans savoir ce qui se passait vraiment. Et bon, il a fallu s'arrêter au bord de la route parce que j'avais besoin de vomir après que j'ai reçu des images. Et après, en me renseignant donc par l'internet et des magazines, ce que j'ai lu, ça correspondait à ce qui m'avait été montré, ce qui m'avait été donné. Est-ce que c'est une communication d'une vache individuellement ou d'un groupe, ou est-ce que j'ai capté ce qu'il y avait, l'esprit groupe, les pensées groupe, mais tout ce que je sais, c'est la certitude que j'ai, c'est qu'ils savent très bien ce qui les attend, parce qu'il y a l'inconscient collectif aussi qui transmet l'information. Ils savent exactement ce qui se passe. C'est ça qui est grave. Conrad, un mot là-dessus? Oui, on aborde vraiment un sujet très délicat. Très délicat, oui. Et on n'a pas tendance à l'aborder d'habitude, mais non. On va en parler. Alors c'est vrai que les animaux ont complètement conscience de ce qu'ils vont subir, de la souffrance qui va leur être imposée. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais moi je dis que, en toute humilité, en tant qu'être humain, étant donné que on ne peut plus faire autrement que de manger des aliments comme ça, parce que l'être humain n'a plus la possibilité d'aller chasser lui-même, moi je pense que si on peut éveiller les consciences là-dessus, sur le fait que ces animaux-là, c'est pas juste de la viande, c'est pas juste de la nourriture, c'est pas juste un morceau de viande. Ces animaux-là, ils donnent leur vie pour nous. Ils se sacrifient, en toute conscience, ils se sacrifient pour nous permettre de nous nourrir. Ils se sacrifient pour le bon vouloir de l'être humain, d'accord ? Ils se sacrifient dans des conditions assez exceptionnelles, assez dures. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience de ça déjà. Prendre conscience que ce sont des animaux qui ont des pensées, des émotions, qu'ils ont l'émotion qu'ils vont aller se faire tuer. Ils ont l'émotion de ça. Ils captent toutes les pensées des autres animaux qui se sont déjà fait tuer ou qui sont juste dans la pièce à côté en train de se faire tuer. Ils ont complètement la notion de ça. Ils communiquent entre eux aussi pour ça. Moi, je pense qu'on devrait prendre conscience de ça. Et qu'on devrait, s'il est possible de le faire, si notre esprit humain et notre cœur humain a une petite prise de conscience vis-à-vis de ça, je sais à qui je m'adresse en parlant comme ça, même bien que je ne cite personne, je pense qu'il serait bon de dire, eh bien ces animaux, on leur doit beaucoup, et on leur doit le respect jusqu'au bout. Le respect jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime moment de vie qu'ils ont, parce qu'ils sont conscients de tout, et je pense qu'on devrait leur donner un maximum de respect, parce que ils sont là pour sacrifier leur vie pour nous nourrir. Et si on ne leur donne pas ce respect-là, quand quelquefois ils sont abattus de façon atroce, pour la plupart des animaux, il faut savoir qu'on a beau mettre une belle étiquette bio sur un emballage où on va manger un animal, je me permets, si tu permets Laurent aussi d'aborder ça, on a beau avoir la conscience humaine de dire ok, on mange de la viande bio, c'est bien, ça nous fait du bien pour nous, mais la réalité c'est que ça ne nous fait pas du bien du tout, pour la simple et bonne raison que si l'animal a été abattu de façon très brute, très sauvage, très 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 dure, eh bien l'animal va créer par sa souffrance qu'il va vivre dans la seconde où il va être abattu, avec la violence avec laquelle il va être abattu, mais l'animal va créer des toxines
qui vont de suite se diffuser dans le corps, dans certaines parties du corps, et nous, on va manger ces toxines-là aussi. Donc on a beau mettre une belle étiquette bio pour se lever une bonne conscience et pour dire ok, on fait du bien aux hommes, mais la réalité elle est tout autre. Alors, je pense qu'avant tout, je pense qu'on devrait un petit peu revoir, au risque de me faire des ennemis, on devrait un petit peu revoir la façon de les traiter et la façon de leur faire finir leur vie, de les abattre, avec un maximum de respect et en prenant vraiment conscience qu'ils sacrifient leur vie pour nous nourrir et que ce ne sont pas juste des morceaux de viande. Ce sont des animaux conscients comme vous et moi. Il y a différentes approches à travers ce que tu dis. La première serait de voir l'élevage en batterie, où les animaux ne voient pas du tout la lumière du jour, et la manière dont ils sont tués. Ça, c'est le premier point. Il y a l'étiquetage bio, qui sous-entend normalement que les animaux ont été au moins élevés en plein air, avec un certain respect, ce qui est un mieux, effectivement. Mais là aussi, le moment final, comment est-ce que cela se produit-il ? L'intention que l'on met dans le fait de tuer un animal qui va servir de nourriture pour l'être humain. Les Amérindiens, d'ailleurs, quand ils devaient chasser, tuer pour se nourrir, tout était sacralisé pour le coup. Toutes les parties de l'animal, l'os, les tendons, la chair, la fourrure, tout servait à tous les aspects de la vie au quotidien. Et il y avait cette conscience et remercier justement l'animal totem, alors soit des bisons ou des biches, ou en tout cas de l'animal tué. À l'heure actuelle, de ce qui pourrait, je dis bien, s'en rapprocher, pour moi, c'est la viande halal. La manière dont justement les musulmans ont gardé normalement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais justement cette pratique et cette conscience du fait de tuer l'animal selon certains rites. Est-ce que pour vous, cet élément-là, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu discuter ou dialoguer avec des musulmans? Alors moi j'ai fait des recherches, et donc ce qui est considéré la viande cachère et la viande halal, effectivement à l'origine, dans l'époque de la Bible, il y avait des rites et c'était sacré et c'était fait d'une certaine façon avec des prières et tout ça. Mais maintenant, c'est pas du tout ça. Alors maintenant, c'est plus, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site peta.com et ils disent comment ça se passe vraiment. Parce que comme il y a une consommation en grand, il y a plus, c'est pas parce qu'ils lisent une prière que les animaux ils sont quand même dans les mêmes conditions de vie. Dans les mêmes conditions de vie et la mort elle est quand même horrible, donc les conditions de vie sont les mêmes et voilà. Quand bien même il y a j'ai fait des recherches dessus et de toute façon il y a des recherches sur internet, il y a des vidéos qui ont été faites dans des endroits comme ça, d'abattoirs comme ça, ils montrent les vraies conditions. Alors dans quelle mesure est-ce que vous mangez de la viande? Oui, c'est très délicat, très peu. Moi, je mange pas de viande rouge et c'est que quand c'est une obligation, quand il n'y a rien à manger, que je me retrouve en voyage et qu'il n'y a rien à manger. C'est délicat. Moi, j'étais végétarienne pendant des années, hein, complètement végétarienne. Végétarienne ou végétalienne? Végétarienne. Je mangeais du poisson, c'est tout. Et que c'est aussi conscient, hein, un poisson. C'est pas parce que c'est un poisson que c'est pas conscient. Mais après, je suis tombée malade, donc après, j'ai différentes périodes dans ma vie. C'est très délicat, ce sujet. Alors, pour en revenir à ça, c'est vrai que on mange effectivement un peu de viande. L'être humain est fait pour manger de la viande aussi. On n'a rien contre ça. Quand les anciens peuples mangeaient de la viande, c'était des peuples chasseurs. Ils mangeaient de la viande, ils mangeaient des animaux, etc. Mais c'était fait dans le respect de l'animal. On remerciait, comme tu le disais, on remerciait l'animal pour ce qu'il nous avait donné. On remerciait le Créateur. On utilisait tout de l'animal. On n'utilisait pas juste un aileron de requin pour le manger et jeter le reste. Enfin, tu vois. Le problème à l'heure actuelle, c'est que l'être humain a créé un contexte qui fait qu'il est dans la surconsommation et qu'il est dépendant des autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne, par exemple un éleveur, qui va avoir des milliers de bêtes pour des milliers d'individus. Et ça m'étonnerait qu'on puisse faire marche arrière. Donc, au lieu de faire marche arrière, puisque le contexte social dans lequel on vit ne le permet pas,
Moi, je pense qu'il serait bon, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais en tout cas, en toute simplicité. Quand je prends un morceau de poulet dans mon assiette, je suis conscient que je mange un animal qui a été sacrifié. Eh bien, à la façon des anciens, je remercie aussi cet animal, même si c'est pas moi qui l'ai tué, je le remercie pour ce qu'il me donne, à défaut de pouvoir faire autre chose. Mais c'est vrai que l'être humain a créé un contexte maintenant qui le rend dépendant des autres et qui l'oblige un peu à la surproduction et à la surconsommation. Et ça, si quelqu'un trouve une solution pour ça, ça serait quelque chose d'incroyablement beau. Mais à l'heure actuelle, ça me paraît quasiment impossible. Oui, moi j'ai posé cette question beaucoup de fois au médecin du ciel, vu que j'ai passé par différentes phases et des années végétariennes. Même en étant végétarienne, si on prend des laitages, c'est aussi la maltraitance. De toute façon, c'est la maltraitance, quoi qu'on mange. La seule chose ils m'ont dit, il dit jamais rien puisqu'il laisse le choix à faire toutes les choses. Il dit que l'être humain, il a des dents qui sont faites qui sont originellement faites pour manger la chair. Après, c'est une question de libre arbitre. Mais ils m'ont dit que tout a une conscience. Donc même quand on mange une carotte, elle a une Mhm. conscience aussi. Alors, Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Remercier. Oui. remercier. Et prendre vraiment conscience que, qu'on a dans l'assiette un être qui a été un être vivant, ou même pour les légumes, même pour quoi que ce soit. Donc, être conscient de ça, que ce qu'on a dans l'assiette, ça a été sacrifié pour pouvoir nous nourrir, et remercier. Remercier la carotte, remercier la viande, remercier le Créateur pour ce qu'on nous donne. Au moins faire ce petit geste. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais. Lorsque on parle des poissons, alors c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je souhaite aborder, notamment avec les insectes. Alors les poissons, pour ce qui est de avoir la mémoire d'un poisson, ça sous-entend pas mal de choses. Alors est-ce à dire que justement la notion du temps ou de l'espace est totalement différente pour les différentes espèces, Oui. quelles qu'elles soient? Oui. Vous confirmez tous les deux Bon. la notion du temps et de l'espace? Oui, la perception est différente, je pense. Je peux parler un petit peu des poissons, puisque j'ai été dans l'eau pendant une grande partie de ma vie. Je faisais de l'apnée et de la natation d'endurance en pleine mer, puisque j'ai eu la chance d'habiter au bord de mer dans le sud. Alors, il faut savoir que les poissons, contrairement à ce qu'on pense, enfin peut-être pas les poissons rouges, mais les poissons ont une certaine mémoire et qu'ils gardent assez longtemps. Je prends l'exemple, moi j'ai vu des gens qui faisaient de la chasse sous-marine, qui allaient dans la journée chasser. Quand les poissons le voient avec le harpon, les poissons s'en vont. Il suffit que le chasseur sous-marin pose son harpon et qu'il retourne au même endroit, les poissons ne s'en vont pas. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Soit par mémoire, soit par communication. Mais je pense que par mémoire, ils le font aussi pour la simple et bonne raison que j'ai parlé avec beaucoup de pêcheurs. Et quand un poisson a été pris et qu'il est relâché, il a eu l'hameçon dans la bouche, il est relâché, eh bien il va prendre conscience de ça. Il va pas mordre deux fois au même hameçon. Il va plus jamais, il le voit, hein, généralement il le voit, il va plus jamais mordre un hameçon. En tout cas pour ce poisson-là. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que les autres vont faire pareil. Alors, je sais pas après s'ils communiquent entre eux pour dire ok, il faut plus aller là-bas. Mais en tout cas, oui, ils gardent ça en mémoire. Alors, la communication avec des poissons, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà effectué? Oui, moi, on m'a demandé des poissons rouges. On m'a demandé de soigner un poisson rouge. Donc, je lui avais dit, c'était un poisson rouge qui était malade. Et je lui ai dit, de toute façon, il va partir, là, il en a plus pour longtemps, d'après ce que je ressens. Et après, elle a déduit qu'elle avait mis trop de Nourriture? nourriture et médicaments dans l'aquarium. Donc, mais c'est rare qu'on nous demande de faire des communications avec des poissons rouges. C'est rare. Mais c'est très beau comme petit esprit. Alors justement, est-ce que vous-même, juste pour la curiosité ou le plaisir de communiquer avec des poissons, est-ce que ça vous est arrivé? Oui, moi j'adore sentir les esprits différents des animaux, des différents animaux. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est aussi simple?
C'est un mot. Est-ce que cela diffère justement entre alors un chien, un chat, un perroquet, un cheval, un poisson, alors des insectes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais est-ce que chaque animal, à travers sa race, dans la manière de communiquer est différent? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières dans peut-être la manière de communiquer ou dans l'énergie émotionnelle qu'est-ce qui est transmis? Oui, chaque animal est un individu. Et chacun a sa façon de penser, de communiquer. Je prends l'exemple de tortues, par exemple. On a communiqué avec des tortues. Sur 10 tortues, il n'y en a pas une qui communique de la même manière. Donc oui, tous les animaux communiquent à leur manière à eux. Il y a toujours un petit quelque chose qui est différent. Même si on prend des poissons, par exemple, un groupe de poissons de la même espèce, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que chacun est différent. Ils vont jamais avoir le même esprit, la même façon de communiquer. Et entre espèces, est-ce que c'est différent? C'est différent de chaque espèce, oui, absolument. Et en reparlant des insectes, justement les insectes, enfin les araignées que j'ai fait, les fourmis, il y a une certaine individualité, mais très reliée au groupe. Donc quand je me suis adressée aux insectes, j'ai dû m'adresser par exemple à la reine ou à la... Oui, pour les abeilles par exemple. Oui, parce que c'est pas un peu différent. C'est très lié à les gérants du groupe. D'accord. Si on peut le dire comme ça. Alors est-ce que je prends l'exemple des abeilles puisqu'on y est. Ces dernières tendent à disparaître de plus en plus. Oui. À l'heure actuelle, de ceux qui s'intéressent à leur sort, constatent qu'elles viennent à disparaître sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. On suppose que ce sont les poisons, peut-être les pesticides, les OGM. Bref, il y a aussi le frelon asiatique qui les décime. Est-ce que ces dernières, quand vous avez la possibilité de communiquer avec elles, et si vous leur posez des questions, là aussi, de savoir mais qu'est-ce qui vous manque ou quels sont vos besoins? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous leur posez ces questions-là et quelles sont les réponses que vous recevez? J'ai pas eu l'occasion de faire. Non plus, jamais l'occasion de faire avec une abeille, mais bon, c'est vrai que en toute logique, en toute observation, les abeilles disparaissent. On va dire à 99%, c'est à cause des pesticides. On peut dire ça. Après, bon, c'est vrai qu'on ne s'est jamais penché sur la communication avec une abeille. On pourrait le faire. Oui. D'accord. Si, moi j'ai fait une guêpe une fois, oui. Mais c'est pas pour lui poser ce type de questions. C'était pour? Parce qu'elle s'était posée sur ma couverture, sur mon lit. Et j'avais mis, c'était en Alsace, d'ailleurs. Et la personne chez qui je logeais m'avait dit, tu sais, il y a une guêpe qui va venir, mais t'inquiète pas, elle vient, elle fait son petit tour, et puis elle reste près de la fenêtre. Alors je dis, ok, fine. Et je me suis couchée. Et donc à l'heure exacte où elle m'a dit qu'elle allait venir, c'était à 2h du matin, et elle s'est posée, ping, à côté de moi. Juste à côté de moi. Alors je l'ai regardée, je dis no, that's not going to happen. Parce que moi je veux dormir et j'avais pas envie de me faire piquer. Donc alors j'ai eu la réaction automatique de l'être humain et j'ai pris la couverture et j'ai fait comme ça et elle s'accrochait avec ses pattes, elle voulait pas partir. Et donc je me suis dit bon je suis communicatrice même s'il est 2h du matin et je vais être obligée de communiquer avec elle. Et donc j'ai communiqué avec elle et en fait elle était attirée parce que j'avais mis un son, des fréquences de son et ce son-là lui plaisait. C'était quel son, tu te rappelles? C'était une femme au Canada qui a créé des fréquences de son et que j'étais attirée par ça à l'époque et je les écoutais et elle aimait le son et donc elle était là et c'était impossible de la déloger de ma couverture, elle était accrochée avec ses pattes. Et donc j'ai fait un deal avec elle et je lui ai dit bon, t'as le droit de rester là et si tu veux écouter la fréquence de son, mais t'as pas intérêt à me mordre ou à me piquer, je sais pas comment on dit. T'as pas intérêt. Et en fait, elle est restée toute la nuit à côté de moi, elle a pas bougé. Et donc moi j'ai pas beaucoup bougé, mais je me suis quand même endormie. Et le lendemain matin, elle est partie. On a fait un deal. Alors tu sais qu'il y en a qui t'envient là-dessus, hein. Parce que alors ce qu'on appelle les nuisibles. Justement, ça c'est un grand dilemme. C'est quoi ça les nuisibles, alors ce qu'on appelle les nuisibles, les moustiques, les araignées, les cafards, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, même si j'aime les animaux, c'est une chose, autant les insectes, oui, non. Bon, autant je pourrais éventuellement arriver à communiquer avec certains animaux, me dire, à trouver un arrangement
Pourquoi pas? Les insectes, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas dans quelle mesure, justement, je peux être entendu. Je ne sais pas dans quelle mesure, finalement, ce que j'envoie comme message pourrait passer. La communication est peut-être d'autant plus réduite lorsqu'on a peur des araignées. Lorsque les fourmis commencent à créer une fourmilière à l'intérieur de la maison, là, c'est pas possible. Voire même des abeilles qui viennent dans la cheminée. Et elles sont tellement précieuses, ces abeilles. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on ne trouve pas d'autre solution pour déplacer le nid que de les enfumer. Alors, qu'est-ce que vous pourriez conseiller éventuellement dans ce genre de circonstances? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas écraser ou d'utiliser un produit pour les tuer, mais essayer je sais pas, une collaboration? Tu parlais d'un deal tout à l'heure. Oui, oui. Avec les fourmis, enfin, moi, j'ai réussi peut-être pas toujours, mais j'ai réussi à parler avec les fourmis, à leur dire, OK, that's very nice, mais vous allez aller, vous allez aller autre part ou leur mettre à manger autre part et arriver à les déplacer de la maison. Avec les fourmis, les abeilles, enfin pour moi ils sont honorables, les abeilles, les guêpes. Les moustiques et les cafards, j'aime pas. Je quitte à perdre ma réputation de communicatrice. Je suis là, j'arrive pas là. Et les puces sur le chien, non plus. Enfin, c'est vrai qu'on peut aussi avoir le choix de les accepter dans la maison. C'est-à-dire que de dire, ok, bon, il y a des fourmis, elles ont tout à fait pas le les droit d'être cafards. là. On peut les accepter. Non, quand il y avait les cafards à Los Angeles, Laïla j'ai pas eu une bonne Laïla a eu expérience. des expériences très particulières avec les animaux nuisibles, entre guillemets, entre autres. On peut le dire à Et la l'antenne, veuve noire, elle là. a dormi avec une veuve noire dans son lit. À Los Angeles, il y a un phénomène qui se passe au mois d'avril, c'est que avec le réchauffement, les veuves noires en particulier rentrent dans les maisons, se mettent dans les habits, se mettent dans toutes choses, vont pondre, etc. C'est un désert quand même. Et Laïla a dormi toute une nuit avec une veuve noire vivante dans son lit. Enfin, je savais pas parce que sinon j'aurais jamais dormi. Mais je me suis réveillée le matin et quand j'ai fait le lit le matin et il y avait une veuve noire là où j'avais mes jambes, elle m'a pas touchée. Ça veut dire que je suis vraiment aidée de là-haut. Oui, parce Mais, qu'une veuve noire, c'est mortel. Hein. oui, c'est c'est très mortel. petit, mais Oui. quand ça pique, là, c'est Ah mortel. oui, c'est mortel. Donc, Et- alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Il n'y a rien à faire de là, pour le coup. Enfin, il n'y a Moi, rien à j'ai faire. pas de conseils là. La première chose, essayer en toute simplicité de les déplacer déjà, si on peut le faire. On les déplace. Mais les cafards, Si on voit pas vraiment si on déplacer voit les cafards. les animaux sont attirés par de la nourriture, par exemple, comme des fourmis, des cafards, des choses comme ça, mais prendre ses précautions en tant qu'être humain, puisqu'on on a la capacité de le faire, prendre ses précautions, envelopper la nourriture ou la déplacer, ou leur mettre un petit peu de nourriture à l'extérieur pour qu'ils puissent se nourrir quand même. On peut faire ça. Oui, mais quand il y a des faut pas leur- épidémies de cafards, tu te rappelles l'épidémie? Oui, c'est Toi, vrai. t'étais Oui. pas là, moi j'étais là. Et là, ils ont fumigué la maison, hein, j'ai rien dit. D'accord. J'ai accepté. Voilà, chacun ses limites. Oui, Ouais, Mhm. ouais, j'ai bien accepté. sûr. On a mentionné tout à l'heure cette idée de ce que les animaux perçoivent nos émotions, perçoivent ce que l'on dégage. Tu mentionnais, Laïla, que se mettre devant un animal sauvage, un tigre, un lion, et soi-disant parce que je suis spirituel, il ne va rien me faire, j'émane de l'amour, il ne va rien me faire. Là, c'est barrez-vous, il va me manger C'est pas une plutôt. bonne idée, Hein, oui. c'est pas une bonne idée. Et j'ai essayé, notamment par rapport à des chiens. Que j'ai pu voir, alors des chiens derrière une clôture, tout simplement, mais d'être dans cet état d'être, ou d'envoyer de l'amour, des bonnes énergies aux chiens, et dire, ah, mais n'aboie pas, ne t'inquiète pas, je suis pas sur ton territoire, je suis dans la rue, je ne vais pas t'attaquer, je vais, voilà, et lui envoyer de la lumière. Mais par contre, le chien ne s'arrêtait pas d'aboyer. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, cette image-là, j'ai essayé à chaque fois, je comprenais pas. Je dis mais pourquoi est-ce qu'il aboie puisqu'au final je suis pas sur son territoire et je lui envoie de l'amour, façon de parler. Alors Bah, c'est-à-dire que de toute façon, envoyer, ça sert à rien. Et c'est plutôt être dans un état de paix interne plutôt qu'envoyer de l'amour. Et ce que nous, on définit par le territoire, on ne sait pas ce qui... Eux, leur définition du territoire, c'est peut-être pas du tout derrière la barrière. Ça peut s'étendre très loin. Parce qu'il y a le territoire physique et il y a aussi le territoire, l'autre, même de l'éther un peu, qui correspond aussi au territoire. Donc c'est pas parce que nous, on a décidé la barrière s'arrête là que ça, c'est la fin de son territoire. Conrad, Moi, je suis un petit peu mal placé pour parler de ça parce que j'ai eu plusieurs expériences et j'ai eu la chance, l'immense chance de pouvoir
approcher des chiens qui étaient inapprochables et complètement dangereux. Donc je peux pas dire avoir quelques réactions que ce soit, parce que naturellement ça se fait chez moi. Et c'est vrai que bon, on peut, sans envoyer de la lumière, sans dire j'envoie de la lumière au chien, on peut lui expliquer, communiquer avec lui expliquer qu'on ne va pas empiéter sur son territoire, qu'il va garder sa place, qu'on est juste là de passage, et qu'on n'a rien à lui vouloir, quoi. Ça peut se faire aussi. Aujourd'hui, avec nous, le très grand plaisir d'accueillir Laila Del Monte et Conrad A. White Eagle. Pour en savoir plus, eh bien, sachez qu'il y a déjà 2 livres que je peux vous recommander. Celui de Conrad, Prends conscience et avance, philosophie d'un homme. Pour en savoir plus, si vous souhaitez de surcroît commander ce livre, vous n'avez qu'à aller sur le site de Conrad. Pour ce faire, dans un moteur de recherche, Conrad, C-O-N-R-A-D, White Eagle, et vous allez trouver son site très rapidement. Et de là, vous pouvez commander son livre. Et pour ce qui est de Laila Del Monte, alors Laila, c'est pas L-E-I-L-A, c'est L-A-I-L-A. Laila Del Monte. Et son dernier livre, Little Wolf, Comment j'ai appris à communiquer avec les animaux. Un roman qui a une forte répercussion autobiographique, pourrait-on dire. Et donc, pour ceux et celles qui désirent en savoir plus, là aussi, Laila Del Monte sur Internet. Vous trouvez sans aucun problème son site. Nous accueillons Raphaël. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette émission très, très intéressante. J'ai deux questions, l'une au sujet des papillons et l'autre pour avoir un petit peu plus de précision par rapport à la focalisation dont parlait Leïla tout à l'heure. Au niveau des papillons, est-ce que vous avez eu des expériences? Enfin, moi j'ai eu, je dirais des contacts un petit peu avec certains papillons, notamment quand j'étais enfant en fait. Et alors je sais pas si, disons qu'une fois j'ai eu l'occasion la sensation d'être appelé par un papillon que j'ai pu sauver d'un ça paraît un peu surprenant comme ça, mais j'ai pu sauver il était prisonnier en fait dans un profilé en aluminium et je l'ai tiré par les ailes et en fait il s'est envolé une fois que je l'ai lâché, il s'est envolé, il tournait autour de moi pendant 5-10 minutes, voilà, et bon, j'étais tout gamin, j'avais 5 ans, donc voilà. Et puis bon, il m'est arrivé aussi dernièrement avec un grand pan de nuit. C'est des papillons qui font 15 cm d'envergure et voilà, j'ai eu des expériences un petit peu similaires avec des papillons. C'est beau ça. Allô? Oui, je disais que c'est beau ce que vous racontez. Merci. Je crois que, enfin je suis pas sûre, mais je pense peut-être que la rencontre avec certains types d'animaux, comme ça, les belles expériences et les belles rencontres, c'est des cadeaux où on a une connexion spéciale avec un certain type d'animaux et c'est des cadeaux qui nous sont donnés peut-être d'autre part. C'est un cadeau de pouvoir sauver une vie. Ouais. Oui. Oui, merci. Et par rapport à la focalisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que comment est-ce qu'on peut c'est difficile à sortir, enfin à exprimer par des mots humains ce qu'on peut ressentir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez focalisation exactement? C'est-à-dire on peut comme pendant une méditation faire le vide en soi ou laisser passer les pensées et se concentrer sur soi-même ou sur sa respiration ou autre, mais
qu'est-ce que vous appelez vraiment focaliser? C'est justement, c'est pas faire le vide. Parce qu'on peut pas faire le vide, on peut pas Ouais, arrêter nos pensées, contrôler nos pensées, oui, vider nos pensées, c'est impossible parce qu'on oui, pense tout le temps. oui, bien sûr. Et donc c'est un peu comme l'arc et la flèche, c'est un Ouais, peu le fait de tirer l'arc et qui va à un point précis et c'est ça qu'on appelle focalisation. C'est permettre que l'esprit puisse aller à un endroit spécifique et pas autre part. Donc ça, c'est retrouvé dans les techniques de méditation, de tout type de tradition, de zen ou de bouddhisme ou de mhm, yoga. C'est oui, retrouver cette capacité de focalisation de l'esprit. d'accord. Oui. Ça répond à ta Ça question, répond Raphaël? Oui, un petit peu? oui, 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 ça répond. Ce que j'ai du mal à cerner, en fait, c'est par rapport à l'animal. C'est-à-dire que, bon, moi, je fais des exercices de méditation, mais ça reste, on va dire, ça reste intérieur. Mais par rapport à un animal qui est devant moi ou à côté ou que je vois au loin, comment est-ce que dans ce moment où je vais essayer de focaliser, euh, comment est-ce que je vais mettre cette focalisation en liaison avec cette autre entité qui est devant moi, quoi. Oui. Parce que pour moi, il n'y a pas de dehors et de dedans. Pour moi, Ouais. tout est dedans. Il n'y a pas de l'animal, il est hors de moi et avec une autre réalité. Cette réalité qu'on pense qui fait la différence entre l'animal dehors et l'animal dedans, ça n'existe pas. L'animal, il est dedans. Quand on est connecté en esprit avec cet animal, c'est dedans et dehors, s'il n'y a pas de différence. Mhm. Donc la focalisation, c'est la capacité de tirer l'arc et simplement être présent là, à ce moment-là, avec cet animal, qu'il soit dedans ou dehors, c'est la même chose. D'accord. Enfin, je sais que c'est un peu peut-être difficile à comprendre comment je l'explique, c'est comment je le vois, moi. Ben, disons que là où ça facilite la pensée, je trouve, c'est par rapport à cette image de l'arc et en effet, enfin, je trouve que c'est une bonne image. Hmm. Mais une fois qu'on a posé la question, on est dans le lâcher-prise. On n'attend rien. Ça vient spontanément se formuler sous forme d'images, de sensations, d'odeurs, C'est ça. diverses et variées. Ouais, c'est ça. Oui. Mais il faut être vraiment très très présent. C'est ça que j'appelle la focalisation, parce que si on a l'esprit qui va dans tous les sens, on n'a rien. Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc ça s'entretient parce que c'est vraiment un apprentissage de se faire Absolument. confiance sur ce que l'on reçoit. Mhm. C'est pas forcément évident de prime abord de faire la distinction entre justement est-ce que c'est pas moi qui crée ces images-là, ou ces pensées, ou ces ressentis, est-ce que c'est bien l'animal qui me transmet ça? Absolument, Oui. c'est un apprentissage. Mhm. C'est l'apprentissage de l'esprit. Travailler son esprit. Autre chose, Raphaël? Oui, on aurait envie on aurait envie de parler pendant longtemps, mais je sais pas, peut-être il y a d'autres auditeurs qui ont appelé ou. Il y a effectivement Nagel qui est en attente. Très bien, bon, mais merci beaucoup. Moi, je continue à vous écouter avec grande joie. Merci à Merci toi. à toi. Merci, Au revoir, Raphaël. Raphaël. Merci, Bonsoir. au revoir. Et nous accueillons Nagel. Nagel, bonsoir. Oui, bonsoir Leïla, bonsoir Conrad et Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que vous êtes, je vous vois sur l'ordi là à la cam, et enfin c'est plus qu'une cam, à la télé, et je voulais vous dire que vous êtes irradiant de pureté et de lumière. Vous êtes vraiment des êtres lumineux. Vous émanez une plénitude incroyable. Je voulais quand même vous le dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'avais, moi, une question particulière à vous poser. Voilà, donc vous parliez tout à l'heure de l'effet néfaste de l'humain sur la nature, hein, notamment, effectivement, la désacralisation qui se fait aujourd'hui dans l'industrie de la viande, hein, donc effectivement, hein, quand je vois Conrad, je pense par exemple au film Danse avec les loups, qui est pour moi un des plus beaux films que j'ai jamais vu, qui est une ode à la beauté et à la pureté de notre mère Terre. Un très beau film. Et notamment, eh bien, on voit bien dans le film, au
ô combien ce peuple indien était évolué, notamment avec tout le cérémonial qu'il faisait avant et après la chasse au bison. C'est beau à pleurer. Enfin, moi, quand je regarde Danse avec les loups, les larmes me montent aux yeux, quoi. Donc, dans ce cadre-là, je voulais vous poser une question. Quand on voit, par exemple, un insecte, on va dire une sauterelle, qui est au milieu d'une meute de fourmis. Alors, y a-t-il l'humain, dans son croyant bien faire, va sauver la sauterelle, et en quelque sorte va enlever leur beefsteak aux fourmis, leur beefsteak aux fourmis. Donc, en croyant bien faire, on va penser faire sa BA et on va sauver cette sauterelle. Mais moi, ma question est celle-ci. Que pensez-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt laisser la nature procéder par elle-même? Et puis, effectivement, c'est triste, c'est affligeant d'assister à la mise à mort de cette sauterelle. Mais l'humain ne crée-t-il pas également du désordre en croyant bien faire et en sauvant la vie de cette petite bête? Tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, je réponds après. Alors moi, ma façon de voir les choses, c'est que là, on est face à la vérité. On est face à quelque chose de vrai, c'est-à-dire la nature qui fonctionne d'elle-même, sans intervention de l'être humain. Tous les animaux ont besoin de se nourrir, que ce soit des herbivores, des carnivores, des omnivores. Et de ce fait, si on respecte vraiment les animaux, si on respecte à l'extrême leur façon de vivre, moi personnellement, dans ce cas-là, je n'interviens pas, en particulier pour les insectes et les choses comme ça. Parce que là, tous les animaux ont besoin de se nourrir. Il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de dépendance de quoi que ce soit, contrairement à ce que a créé l'être humain. D'accord? Donc dans la nature, les animaux sont comme ça. Ils ont besoin de ça, besoin de chasser, besoin de se nourrir. Et moi je pense que l'intervention humaine n'est pas utile dans ce cas-là. C'est ma propre conviction des choses. D'accord. Donc c'est bien ce que je pensais, effectivement. L'homme, même quand il croit bien faire, finalement, il bouleverse une magnifique horloge cosmique, dira-t-on. Bon, c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est triste de voir un animal mourir, mais tout dépend dans les conditions dans lesquelles il meurt aussi. Moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut savoir, vraiment, il faut apprendre, en tout cas c'est tout un apprentissage, il faut apprendre à respecter tout le fond. Le fonctionnement de la Terre, le fonctionnement de l'univers, qui comprend aussi toutes les actions des animaux. D'accord, écoutez, c'est parfait. Donc ça me conforte dans mon apprentissage du sacré. Au passage, puisqu'on parle de ça, je voulais vous dire que merci à Laurent et puis à la radio en général, qui m'a apporté beaucoup. Bon, j'avais certainement une propension au départ, sinon j'aurais jamais écouté cette radio. Mais c'est vrai que cette radio, au travers des différents animatrices et animateurs, et puis au travers des différents thèmes qui sont développés, donc ça m'a beaucoup appris. Et c'est vrai que curieusement, cette espèce d'élévation spirituelle s'est accompagnée d'une sorte de paix. J'ai fait une sorte de paix avec la nature, à tel point qu'effectivement aujourd'hui, ça fait déjà maintenant quelques années, que je ne tue plus les insectes, y compris ceux qui jusqu'à présent me révulsaient. Donc par exemple les araignées, auparavant j'aurais fait comme tout le monde, je lui aurais mis un coup de pantoufle. Eh bien, ça fait quelques années que cette époque est finie, et aujourd'hui les petites araignées, alors les petites, finalement je vis avec, je les laisse faire. Et donc on en trouve partout, dans la baignoire, sur une table. Donc aujourd'hui je les laisse vivre. Et les plus grosses, j'ai pas trop envie qu'elles viennent me visiter la nuit, les plus grosses, je les capture dans un verre, et puis je les mets je les mets à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre, et puis je leur souhaite une bonne balade.
balade, mais c'est vrai que je ne peux plus tuer les animaux, quoi. C'est devenu, ça me paraît complètement impossible. J'ai l'impression de créer un désordre. J'en suis arrivé à tel point aujourd'hui que je me pose des questions, notamment quand je circule en voiture. J'ai aujourd'hui des scrupules, par exemple, quand il s'agit de faire traverser la moitié de la France, notamment l'été, eh bien, j'ai l'impression d'être un génocidaire, puisque sur le pare-brise de la voiture, on retrouve une multitude d'insectes qui sont tués, et donc j'éprouve même des scrupules pour ça maintenant. Mais je pense que j'ai raison. Vous avez changé votre perception des choses, et c'est une belle perception. Si tout le monde pouvait penser comme vous, déjà, on avancerait un petit peu, ça serait bien. Et oui, alors après, j'ai imaginé des choses. Je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est que technologiquement nous avancions et que, par exemple, les autoroutes soient munies, on va dire, d'un espèce d'écran qui empêcherait les insectes de rentrer dans cette sorte dans une sorte de tunnel, finalement, à air, ou à ultrasons, on peut imaginer plein de technologies, et qui empêcherait les insectes de pénétrer ce tunnel, de telle sorte que seuls les véhicules pourraient y rouler, et ça éviterait ce génocide des insectes. Alors après, je phosphore sur le futur en me disant qu'effectivement, il serait pas mal que l'humain s'intègre pour de vrai dans cette nature sans l'abîmer, quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé avec vous. Merci à vous. Et puis, je continue à vous écouter. Merci à vous trois. Bonne fin de nuit à Najaël, au revoir. Au revoir. Alors, quand on parle des animaux totems, et que généralement pour les animaux totems, on y associe un être humain. Alors, par exemple, pour toi, Conrad, ce nom t'a été donné, White Eagle, par tes ancêtres. Pourquoi White Eagle ? Finalement, je ne sais pas si d'ailleurs il représente cet aigle blanc, ton animal totem, l'aigle en lui-même. Et au-delà de cette question que je viens de te poser personnellement, qu'est-ce que représente l'animal totem ? Est-ce que ça a une réelle importance dans le cadre de la culture amérindienne ? Alors, il faut savoir que chez nous, chaque personne a un animal totem ou plusieurs animaux totems. D'accord ? Dès l'enfance, en fait, il y a toujours un animal, l'esprit d'un animal qui est avec nous. Il est avec nous pour nous aider dans diverses choses, pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire avoir des visions des choses. Alors quelquefois, depuis l'enfance, cet animal reste le même. Quelquefois, selon les choses que l'on traverse à travers la vie, cet animal change. Ou alors quelquefois, il y a d'autres animaux qui s'associent au premier. Donc pour chaque individu, c'est différent. Mais ça a une réelle symbolique. Au niveau spirituel, ça a une réelle symbolique. Et moi, personnellement, je sais que je me connecte à mes animaux guides. Je me connecte très souvent pour des choses très personnelles. Et j'ai souvent des réponses. Alors qu'est-ce que ça sous-entend ? Quand je dis sous-entend, quand tu parles des animaux guides, encore faut-il savoir quels sont-ils ? Il faut les connaître, oui. Il faut les connaître. Alors comment devrait-on procéder ? Oh, ça serait très long à expliquer en C'est vrai, c'est long. C'est quelque chose d'assez sacré, donc ce sont des rituels qui font qu'on va à la rencontre de notre animal totem pour pouvoir le découvrir. Alors il peut se symboliser de façon dans une vision, d'accord ? Ils peuvent se symboliser aussi de façon physique, mais il y a une façon de les rencontrer. Il y a toute une approche, il y a toute une façon de découvrir son animal totem. D'accord. Alors est-ce que justement, puisqu'on parle des animaux totems, ces derniers, est-ce qu'on peut parler de toutes les espèces animales qui existent, que chacune représente quelque chose au niveau des signes, symboliquement parlant, j'entends, que ça soit un cheval, par exemple, un poney, je ne sais, un âne. Tout à l'heure, je vous ai posé la question concernant des pies. Est-ce que ces dernières ont une symbolique ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de notre existence, on vient à croiser plus souvent telle catégorie d'animal plutôt qu'un autre ? Moi, je pense que ça dépend des traditions. Dans chaque tradition, il y a une symbolique spécifique pour chaque animal. Et ce que je pense, c'est que oui, il y a des animaux qui nous apparaissent à nous, qui viennent ou de façon vivante, ou en rêve,
ou en vision. Et c'est ça que... Enfin, j'aime pas trop le mot totem, donc moi j'utilise le mot animal guide. Et ça représente notre animal guide pour un certain temps. Et c'est à nous de trouver dedans quelle est la signification de pourquoi ils viennent. On le sait dedans, en fait, à l'intérieur de nous. Parce que chaque culture a une des significations différentes. Même chaque tribu amérindienne a des significations différentes. Alors, est-ce qu'il y a, d'après vous, est-ce qu'à votre connaissance, il y a un ouvrage ou des ouvrages qui, justement, mettent en avant comme ça la symbolique des animaux? Je pense qu'il y a, mais je ne connais pas. Alors, il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ces symboliques de ces animaux. Mais il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui, comme on parlait, de la même manière que les chamans maintenant en Europe, qui sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été au cours des anciens peuples, depuis l'histoire des anciens peuples. Il y a aussi maintenant des dérives là-dessus. Je me fais une petite mise en garde comme ça. Il y a beaucoup de gens qui associent l'animal totem au signe astrologique ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de dérives qui se font, donc à prendre avec précaution. Si on prend un livre sur les animaux totems, les animaux guides, moi je préfère parler d'animaux guides aussi, de la même façon que Laïla, il faut essayer d'aller voir la source. Généralement, il faut se renseigner sur l'auteur, sur celui qui a écrit le livre, sur ses convictions, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de livres là-dessus, et pas forcément des choses sérieuses, pas forcément des choses vraies. Il y a de plus en plus de dérives par rapport entre guillemets, c'est cette nouvelle époque où les gens ont envie de choses, d'essayer d'atteindre des choses spirituelles. Donc c'est à prendre vraiment avec précaution. Donc vous n'avez pas de livre à éventuellement conseiller dans ce cadre-là sur l'interprétation des animaux dans nos vies au quotidien? Moi, je ne connais pas, non. moi. Non, je ne connais pas. D'accord. Parce que c'est pas des choses que je vais lire, puisque oui. ça vient. Mais je suis sûre qu'il y en a. Et je suis sûre qu'il doit y en avoir. Je suis sûre que Très Daniel, je suis sûre qu'il en a. Je suis sûre qu'il y en a. Parce que j'ai vu un truc. Un jour sur son bureau, j'ai vu un truc avec des cartes, mais je ne sais pas de qui c'était. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai posé une question, et c'est vrai qu'on l'a survolée sans rentrer en profondeur. Je vous ai demandé dans quelle mesure chaque race d'animaux pouvait communiquer différemment. S'il y avait des couleurs, on va parler de couleurs, ou une énergie bien spécifique, bien différente. Je prends l'exemple des chevaux, des chiens ou des chats pour les plus communs, pour nous en tant qu'êtres humains occidentaux. Est-ce que ces derniers, dans la manière dont ils se présentent, dans la manière dont ils communient, est différent? Est-ce qu'il y a peut-être une couleur particulière qu'ils mettent en avant plus que les autres ou... Oui, enfin, pour moi, c'est le type d'esprit. C'est difficile à expliquer. Même à l'intérieur de l'individualité, il y a le type d'esprit du cheval. C'est pas pareil que le chien, que le chat. Mais c'est très difficile à mettre avec des mots. C'est vraiment intangible à expliquer. Comme couleur, c'est un bon mot. Couleur, nuance, palette, type. Alors, Conrad, est-ce que tu t'abondes dans ce que vient de nous dire Laïla, ou est-ce que tu aimerais mettre peut-être une... Alors, moi je suis d'accord avec ce que dit Laïla. Quand vous abordez un animal en communication, il faut se dire que c'est pas... Il ne faut pas avoir d'a priori par rapport à une race, par rapport à... Je prends l'exemple de quelqu'un qui va communiquer avec un berger allemand, dire... Ok, bon, je sais que je vais avoir la communication avec le berger allemand, il souffre du dos parce qu'il a la dysplasie ou quelque chose comme ça. Chaque individu est différent. Et qu'il ne faut pas se focaliser sur une race et de se dire que telle race ou telle espèce, on va avoir tel type de communication. C'est vraiment unique. À chaque communication, c'est un moment unique. C'est vraiment différent. Mais en tout cas, alors, j'entends très bien la réponse que vous donnez tous les deux d'ailleurs. Cependant, alors, je vais essayer de mettre en image un petit peu pour peut-être que ma question soit plus précise. Le sentiment qu'elle a peut-être pas, même si j'entends tout à fait ce que vous dites, encore une fois. Alors, je prends l'exemple des chevaux. L'image que l'on a, nous, en tant qu'être humain, et je vais faire une généralité pour le coup, le cheval ressort comme étant un animal très fier, qui ne se laisse pas forcément approcher, qui peut être fougueux. Voilà. Est-ce que cette image-là, générale, qu'on peut donner vis-à-vis d'un cheval ou des chevaux, au sens large du terme, est-ce que ça se reflète dans la couleur quand ils communiquent avec l'être humain, quand vous avez l'occasion de communiquer avec eux? Et à l'inverse, pour les chiens peut-être,
est-ce que les chiens ont cette couleur de briller comme peut briller un peu le cheval, hein, et de tout ce qu'il incarne pour le coup? Et est-ce que là aussi, dans le côté peut-être dévotionnel du chien, est-ce que ça se reflète à travers la communication? C'est un exemple que je donne, hein, c'est vraiment pour affiner peut-être la question. Vas-y. Alors, pour moi, c'est vraiment une question d'individu. On ne peut pas comparer. Le mot fier, c'est un mot de qualificatif humain. Ça correspond pas à la nature d'un animal. C'est une interprétation humaine de comment on conçoit les animaux. Un chien n'est pas nécessairement dévotionnel. C'est vraiment des individus. Et donc après, effectivement, par rapport, c'est évident que communiquer avec un cheval, c'est pas la même chose que communiquer avec un chipmunk, par exemple, les petits écureuils. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui ressort dans une communication, au-delà de la race ou de l'espèce de l'animal, c'est le caractère de l'animal qui va ressortir dans la communication. Ça va être quelque chose de très perceptible. Tu es d'accord avec moi, Laïla, sur ça? Oui, tout à fait. Oui. J'entends bien cette idée d'individualité et de voir que cette dernière est totalement différente, et de même qu'on est des milliards d'êtres humains sur cette terre, nous avons notre couleur spécifique, et qu'encore une fois, on essaye, avec nos mots, pas évident d'expliquer, de voir dans quelle mesure finalement les êtres humains pourraient s'entendre ou communiquer avec des animaux. Et il y a ce côté anthropomorphique de vouloir projeter sur les animaux finalement ce que nous-mêmes nous sommes, avec toutes nos faiblesses et aussi nos forces, et de s'imaginer peut-être que les animaux sont à notre image, ce qui n'est pas le cas. Alors quand on parle je parlais de fierté pour les chevaux, il est vrai que quand on regarde un cheval, d'une manière générale, tous les chevaux que j'ai pu observer, ils ont cette élégance naturelle. Alors il est vrai que pour un chien, à la rigueur, ça serait peut-être différent. Je peux noter qu'un chien est élégant de moi, de l'étiquette que je pourrais y coller, dès le moment où je le vois fier, en train de lever la queue, et c'est généralement comme ça qu'on peut, notamment sur les salons. D'ailleurs, intéressant, ça ramène une question, ça. Sur les salons des expositions canins, où on voit des chiens qui défilent avec cette beauté, cette élégance, hein. Les chiens, d'ailleurs, dans ce cadre-là, de tout ce qu'on amène, de nos petits chiens, avec les vêtements qu'on leur rajoute, avec justement ces concours, dans quelle mesure est-ce que les animaux se prêtent au jeu ou pas, d'ailleurs? Comment ils perçoivent finalement ce qu'on leur inflige? Peut-être qu'ils ils le perçoivent comme un jeu, je ne sais, hein. Mais il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses pour faire plaisir aux humains. Alors, personne. Leur gardien. Leur maître. Gardien, on n'utilise pas le mot maître. Leurs gardiens, ils font beaucoup de choses pour faire plaisir. Après, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout, hein. Il faut voir. D'accord, donc même pour les animaux du cirque, vous avez eu l'occasion de rentrer en communication? Alors là, c'est très mitigé. Certains cirques, on pourrait aussi parler des zoos, certains cirques mentionnent le fait que leurs animaux sont toujours élevés avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect, qu'on ne les force jamais, que c'est un partenariat avec l'animal. Cependant, l'animal est enlevé de son milieu naturel. Donc là aussi, comment est-ce que les animaux dans le milieu du cirque se prêtent au jeu, entre guillemets? Je pense pas qu'ils se prêtent, je pense qu'ils sont obligés. Alors c'est très 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 délicat. Moi j'ai vu des choses se faire au niveau des animaux de cirque, j'ai vu des choses se faire qui m'ont énormément choqué. Après j'ai pas tout vu, tout ce qui se passe sur Terre, j'ai pas tout vu. Mais j'ai vu de nombreuses fois où on imposait des choses aux animaux et pas forcément par la gentillesse. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'aller dans un zoo? Oui. Est-ce qu'on fait appel à vous justement par rapport à des problèmes qu'ont certains animaux au sein de zoos? Une fois, moi, à Los Angeles, on a manqué, là c'était où, à Nantes là, Je sais plus où c'était. Oui. Qui voulait faire appel à nous, mais de façon régulière, non. Et c'est arrivé quelquefois, sur des parcs animaliers, où les animaux sont semi-sauvages, ou dans des zoos. C'est arrivé quelquefois que les gens nous demandent conseil. Oui, quand il y a des comportements qu'ils ne comprennent pas, des choses qu'ils veulent. Ils nous avaient posé dans ce zoo, je ne me rappelle plus comment il s'appelait cet endroit. C'était pas un zoo, c'était...
C'était un parc animalier. Un parc animalier. Un parc animalier. Il y avait des questions sur les éléphants, il y avait des questions sur le loup, il y avait plusieurs questions sur les chevaux. Alors on a fait le tour et on nous a posé pas mal de questions. Donc oui, quand ils ont des choses à résoudre, des choses qu'ils ne comprennent pas, oui, ils nous font appel à nous, oui. Et généralement, c'est de quel ordre les problématiques qu'ont ces animaux? Est-ce que c'est d'ordre physique ou c'est d'ordre psychologique? Les deux. Les deux. Il y a les deux, oui. Ouais. Troubles de comportement, problèmes d'adaptation, problèmes d'intégration avec la meute, et qui entraînent des problèmes psychiques et physiques. Voilà. Comment cela se traduit-il généralement? Puisque si ça commence par être psychique, d'ailleurs, ça nous amène à concevoir peut-être, à travers votre approche, comment se dessine la maladie. Oui, oui. Est-ce que chez les animaux, c'est d'abord psychique avant d'être physique? Ça dépend. Ah bon? Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Mais ça se traduit pas ou par des troubles de comportement ou des maladies. Et surtout dans certains parcs aussi, nous on a remarqué qu'il n'y avait pas assez de connaissances de chaque animal. C'est-à-dire, par exemple, ils ont un vétérinaire qui s'occupe de tous les animaux, de tout type différents. Donc il y avait des manques dans les connaissances. Par exemple, au niveau des fourbures des chevaux, ils savaient pas. Au niveau des fourbures des chevaux. C'est quoi? Les fourbures, c'est quand ils accumulent des toxines dans les jambes. Et il y a énormément de douleurs et d'enflements. Et c'est souvent dû à la nutrition trop riche. Il y a des problèmes au niveau du parage, c'est-à-dire pour les sabots. Et il y avait des manques de connaissances, on a remarqué dans certains parcs animaliers, parce que c'est impossible de connaître exactement spécifiquement les choses de chaque animal. Un cheval, c'est pas un éléphant, c'est pas un loup, c'est pas un tigre. Je prends l'exemple d'un parc animalier où on était intervenu. Il y avait d'énormes problèmes au niveau des sabots de divers animaux, que ce soit des daims, des biches, des bisons, des éléphants, des chevaux. Et le gros souci, en réalité, c'est qu'ils n'avaient pas de connaissances et partout dans le parc, il y avait uniquement de la pelouse. Il faut savoir que les animaux ont besoin de s'user naturellement les pieds. Donc ça, c'était un gros problème qu'on a relevé, par exemple. Et on peut modifier les choses après. Modifier les structures qui correspondent plus aux animaux, etc. Donc ça, on intervient à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on peut faire des choses. De surcroît, vous pouvez faire des choses à distance. Oui. Tout est à distance. Enfin, beaucoup se fait à Il distance. n'est pas nécessaire de se rendre sur place pour régler un problème, c'est ça que je veux dire. Oui. Est-ce que de vous-même, suite à l'actualité que vous avez pu observer, dans le cadre animalier bien entendu, de constater un problème et sans qu'on vous ait demandé, de peut-être aider l'animal à régler un problème? Alors, je vous donne un exemple. Il y a un parc aquatique aux États-Unis où il y a un orque SeaWorld qui a mordu plusieurs fois ou qui a tué ses dresseurs à deux reprises et qui va avoir à nouveau la possibilité dans le parc de pouvoir faire ses numéros. Alors, j'ai vu cette information-là. Alors, je ne communique pas avec les animaux, mais je me demande dans quelle mesure, sans qu'on vous ait demandé, apparemment cet animal, cet orque, a souffert, a un problème qui s'est renouvelé à 2 reprises, sans qu'on puisse l'expliquer, en tout cas consciemment. Est-ce que dans ce cadre-là, de vous-même, vous faites l'approche de devoir contacter l'animal pour éventuellement pouvoir l'aider? Non, moi je fais tout avec permission. C'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un du parc me appelle ou... On n'a pas le droit d'interférer je pense. C'est une façon de penser. Hein. Je pense qu'on n'a pas le droit d'interférer comme ça dans le destin ou les vies des animaux. Et personnellement, je pense comme ça. Notre vision des choses par rapport à notre intégrité, c'est justement si on intervient dans quelque chose, c'est avec une autorisation d'une personne aussi. On ne peut pas s'immiscer dans la vie d'un animal ou d'une personne sans y avoir été autorisé. C'est un problème d'intégrité, on va dire. On ne peut pas s'immiscer comme ça volontairement. Ça demande quand même de se connecter à l'esprit de l'animal. Ça va impliquer aussi comment ressentir des choses vis-à-vis des personnes qui entourent l'animal. Et ça, par intégrité, on ne peut pas le faire si on n'est pas autorisé à le faire. On s'impose ça, en tout cas. Nous, personnellement, on dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors, vous, tous les deux, puisque vous communiquez avec les animaux, bien entendu, ceux et celles qui vous approchent, au-delà de pouvoir régler des problèmes avec leurs animaux domestiques, puisque Laïla, tu as mentionné tout à l'heure que tu as créé une pratique, une méthode,
pour communiquer avec les animaux que tu enseignes. Ce qui est intéressant de noter, je tiens de source personnelle, c'est que ceux et celles qui viennent te voir pour communiquer avec les animaux, de prime abord, n'ont pas forcément la transmission qu'ils pourraient, ce à quoi s'attendre. Alors, je prends une phrase que tu as donnée, en tout cas dans le fond, pas forcément dans la forme. Tu me dis si, en tout cas, tous les deux, vous êtes juste avec ça. Pour communiquer avec les animaux, l'homme doit se nettoyer, car les animaux connectent la tristesse de l'homme, et de surcroît, l'homme, s'il souhaite communiquer avec ses animaux, comment pourrait-il communiquer avec les animaux si lui-même n'est pas un vrai canal avec la vie? Oui. Moi, je pense que c'est... Enfin, pour moi, la communication animale, c'est un chemin spirituel, mais c'est ma façon, j'impose pas du tout ça sur personne d'autre, c'est ma façon à moi de le vivre et mon expérience, et je pense qu'on est obligé de travailler soi-même pour être le plus pur possible, pour pas interférer avec nos opinions, nos croyances et nos projections sur l'animal. Mais c'est une façon de penser. Je suis complètement d'accord avec Laïla. La communication avec les animaux, c'est quand même un langage sacré qu'il faut essayer de garder pur, sacré. Et ça implique un gros travail sur soi d'abord. C'est important. Un travail sur soi, un travail sur sa vision des choses, un travail sur sa connexion avec le tout, un travail sur un chemin spirituel aussi. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est vraiment un langage sacré, c'est un immense cadeau. Et moi je pense qu'il faut garder cette notion de respect de ce qui est sacré. C'est ma vision des choses. Alors, de là, j'en reviens au tout début, quand vous mentionniez tous les deux cette foire aux thérapies diverses et variées, hein, à cette aube du XXIe siècle, où on a envie d'expérimenter, et puis on fait un stage, une semaine, 2 semaines. Après, hop, j'ai ma pancarte, je communique avec les animaux, je suis thérapeute, chaman, enfin bref, divers et variés, sans avoir fait au préalable ce travail sur soi, pour entrer en contact justement avec les animaux, de même que dans toute pratique, quelle qu'elle soit, d'avoir cette justesse, cette rigueur aussi, et cette volonté de travailler sur soi. Et c'est pas forcément rose tous les jours, même si on en retire les bienfaits et les fruits par la suite. Et c'est pour ça que ceux et celles qui pensent en venant vous voir, en disant c'est génial, je vais faire un stage, ça va durer 1 semaine et je vais pouvoir par la suite communiquer avec les animaux, ben non, il faut déjà commencer à se nettoyer. Alors quel genre d'exemple je pourrais donner aux auditeurs? Alors imaginez un exercice qui consiste à être en tête à tête, en duo, avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un dans le groupe que, de prime abord, les énergies passent pas très bien avec cette personne. C'est celle qui vous attire le moins. Eh bien, c'est avec elle que vous vous mettrez, en binôme. Vous vous asseyez face à face, en tête à tête, et puis, chacun à votre tour, vous allez raconter votre vie à l'autre, sans que ce dernier puisse dire un seul mot. Il écoute. Il peut peut-être porter des jugements, mais interdiction de dire quoi que ce soit. Et vous racontez votre vie, jusqu'à ce qu'il se passe des choses. Et cette expérience est très, très forte, elle est même extraordinaire. Je trouve ça formidable, cet exercice. Je ne sais pas comment l'idée de cet exercice t'est venue. C'est un secret, on n'en parle pas. Mais en tout cas, je trouve très fort, parce que pour le coup, on laisse tomber les masques. Ça ne fait pas partie du séminaire de communication animale, c'est dans un autre. C'est un autre séminaire. Ouais. D'accord. Il avait quelle thématique, ce séminaire? Un séminaire qu'on appelle Outils de vie. C'est en fait, Laïla transmet une partie des enseignements qu'elle a reçus des médecins du ciel dans ce séminaire-là. C'est un séminaire très particulier qui est complètement différent de la communication animale. Mais pour le coup, ce séminaire-là, puisqu'il s'agit de nettoyer... Il nettoie beaucoup de choses. Beaucoup, oui. Hein, alors je donnais cet exemple-là, j'en ai d'autres comme ça, et sans pour autant vouloir donner aux auditeurs. On ne va pas leur dire, non. Sinon ils ne vont pas venir. Mais voilà, en tout cas ce que je note, et de ce qui peut ressortir de ce stage-là, parce que c'est de ce stage-là dont on parle,
c'est qu'il y a au sortir une meilleure connaissance de soi, beaucoup de souffrances qui ont été évacuées, dégagées. Il y a aussi je pense que les deux, je ne sais plus qui, mais les deux, puisque vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, on peut dire ça comme ça, vous avez mentionné le fait qu'on était créateur. Seulement, être créateur sans conscience et être créateur avec conscience, ça change tout. Et à travers ces ateliers, vous donnez justement la possibilité de créer en conscience. Donc, exercice de visualisation, différents outils comme ça, qui sont assez incroyables. Et pour vous dire que la personne qui m'accompagne au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à toi, quelque part, qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je t'en remercie. C'est un bonheur pour moi, tu vois, de partager ma vie avec cette personne. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent rentrer en communication avec les animaux, de pouvoir faire ce travail sur soi, c'est essentiel. Et c'est tout au long de cette émission ce dont nous avons parlé au final. Parce que comment pouvoir communiquer avec les animaux si nous-mêmes nous ne sommes pas épurés, enlever tous ces conditionnements dont on mentionnait tout début de l'émission, sur finalement cette pureté originelle que nous avions étant enfants et qui petit à petit a été effacée, alors je dirais au gré du vent, en fonction de ce qu'on a bien voulu là aussi nettoyer ou pas. En tout cas, il y a à l'heure actuelle en France une problématique qui fait les choux gras de nos journaux. C'est celle de ces maîtres qui ont des chiens et qui, ces derniers, ces pauvres animaux ont été jetés en pâture à la presse. Tel chien a mordu son maître, a tué un enfant, lui a sauté à la gorge, etc. Alors on catalogue maintenant s'accompagner d'un chien qui est d'une certaine catégorie, d'une certaine race. Maintenant, il faut l'annoncer à la préfecture. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais il y a certaines règles bien spécifiques vis-à-vis de ces races de chiens. Et pourtant, jamais ou très rarement, le maître est remis en considération. Le gardien. Le gardien, oui. Oui, c'est d'après des années d'expérience, on ne peut pas vraiment parler de race, mais vraiment de comment ils sont élevés et des gardiens. C'est tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses à remettre en question. C'est bon au niveau de l'éducation de ces chiens-là. Il faut savoir que ces chiens en particulier, les molossoïdes, sont des chiens qui étaient à l'origine sauvages. La plupart d'entre eux étaient destinés à garder des troupeaux de buffles en Afrique et qui défendaient les troupeaux par rapport aux attaques des lions, tout ça. C'est quand même des animaux qui ont quand même quelque chose de très sauvage, un instinct très sauvage. On les a domestiqués, on les a apprivoisés, mais l'être humain a eu tendance à vouloir un petit peu se valoriser avec ça et à dire ok, on a des chiens puissants, on a des chiens, on va en faire quelque chose, on va en faire des combats, on va en faire certaines choses. Et c'est rentré un petit peu, on a renforcé leur gène, mais à l'état domestique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ceux qu'ils avaient déjà dans les gènes, on l'a renforcé en leur faisant faire des combats, en leur faisant faire des choses où il allait ressortir en priorité leur violence, etc. Et ça, c'est en grande partie, causé par l'éducation qu'on a donnée à ces chiens-là. Et souvent, à cause des gardiens qui n'ont pas vraiment de notion de ce qu'ils font, vraiment, quoi. Alors l'importance justement de ces gardiens, je me rappelle avoir vu dans ce genre d'histoire une jeune fille qui avait été élevée en même temps que son chien. Je crois que c'était un berger allemand, me semble-t-il. Et arrivée à l'âge adulte, cette jeune fille, elle a voulu embrasser son chien sur le museau comme elle le faisait d'habitude. Et le chien lui a sauté à la figure et il lui a ravagé son visage. Comment pourrait-on expliquer que malgré les liens très intimes qu'il peut y avoir avec son chien, eh bien, même après de nombreuses années, alors que l'animal a été gentil, enfin pas de problème, quoi, et du jour au lendemain, en l'espace d'une seconde, un chien peut attaquer son gardien. Est-ce qu'il pourrait y avoir des raisons, je dirais logiques? Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de choses? Oui, j'ai eu une personne en stage qui est venue et qui avait eu une reconstruction faciale
parce que elle avait été attaquée par un chien. Je me rappelle plus si c'était... T'étais là, toi, ou tu l'as pas Non. rencontrée? Mhm. Je me rappelle plus de la situation, mais c'est quelque chose qui l'a pris par surprise. Je crois qu'elle était chez des gens et le chien lui a sauté dessus tout d'un coup. Et j'ai vu, ils avaient bien refait le visage, mais enfin, il y avait quelque chose qu'on sentait. J'ai pas d'explication, moi, de mon On peut côté. pas J'ai pas. avoir, dans ces cas très particuliers, on ne peut pas vraiment avoir d'explication. On peut supposer des choses, mais on ne peut pas avoir d'explication concrète. Parce qu'un animal peut réagir pendant 10 ans très bien et d'un coup avoir un instinct de survie qui arrive dans une quart de seconde. Et ça peut arriver à n'importe quel animal. Donc, explication réelle, non, parce que c'est des cas particuliers qu'on ne voit que très rarement. Donc, on ne s'est pas vraiment penché sur ça. Mais il n'y a pas. Moi, personnellement, je ne vois pas d'explication très concrète à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ceux et celles qui ont des chiens en appartement? Parce que là aussi, un animal a besoin, pourrait-on penser, d'espace, d'un jardin, surtout un chien. Et à la rigueur, on Bien pourrait sûr. dire, oui, mais c'est un petit chien que j'ai à la maison. Comment est-ce que vous percevez Moi, je pense que dans la période où on vit, il y a quand même, beaucoup d'animaux choisissent de partager notre vie. Et parce qu'il y a beaucoup de manque d'amour, il y a beaucoup de manque de joie, il y a beaucoup de manque de tout. Et je pense, c'est des esprits ou des âmes qui choisissent. Et les conditions elles sont acceptées. Évidemment, c'est pas les conditions idéales, mais beaucoup d'animaux viennent et c'est choisi quelque part autre part. Il y a vraiment De cette notion de partager la vie avec sacrifice. nous. Hein. Moi, je pense, oui. Oui. Peut-être pas sacrifice, mais en tout cas un choix à un autre niveau. Après, c'est vrai qu'il faut quand même prendre notion de l'animal qu'on va adopter, qui va partager notre vie. Il faut quand même avoir des connaissances sur l'animal qu'on va adopter, le respecter pour ce qu'il est aussi. On va pas, par exemple, prendre un husky dans un appartement de 30 mètres carrés à Paris. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a certains animaux qui s'adaptent mieux que d'autres aussi. Et je pense qu'il faut vraiment avoir connaissance de l'animal qu'on va prendre dans notre vie pour partager des bons moments. C'est important, si on veut partager des moments de bonheur et d'amour avec un animal, il faut que lui soit heureux. Il ne faut pas que ce soit juste égoïste de la part de l'être humain de dire je prends un animal parce que j'ai envie que ça me fasse du bien, j'ai envie d'être heureux. Il faut que ce soit un échange d'amour mutuel. Il faut comprendre que l'animal aussi a envie d'être heureux. Et l'animal, souvent, l'être humain, un petit peu par égoïsme et par envie d'être heureux lui-même et de s'apporter du bonheur et de l'amour qu'il n'a pas ailleurs, oublie un petit peu cette notion de respect de l'animal. Est-ce que il vous est arrivé d'avoir des revendications de la part de certains animaux par rapport à la manière dont ils étaient traités, ouais. Enfin, ils montrent des conditions, ils peuvent montrer des conditions. Après, revendication, c'est aussi un terme humain. Oui, bien sûr. Mais oui, ils montrent des conditions. Il y a des situations de non-bonheur ou partage avec trop d'animaux, des problèmes de territoire, problèmes avec des gardiens. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Et dans ce cas-là, il s'agit pour vous de rééduquer le gardien? En général, c'est tout par rapport au gardien. C'est tout par rapport au gardien. On a eu des exemples où des personnes venaient nous voir parce qu'il y a des problèmes de comportement chez les chats. Mais dans une maison, ils avaient par exemple 30 chats. Donc voilà, ça implique aussi qu'il faut là vraiment connaître les animaux. Il y a des problèmes de territoire, de comportement, etc. Ça implique énormément de choses. Donc là, c'est quand même au gardien de changer un petit peu sa perception des choses sur les animaux. Alors, on est là ensemble, on en profite pour mentionner peut-être ce que certains humains attendent en venant vous voir de la communication avec les animaux. Mais qui soit totalement pour vous un non-sens, qui n'a pas raison d'être, des raisons pour lesquelles on vient vous voir, mais qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire, quelles sont les raisons pour vous qui poussent certaines personnes à venir vous voir, mais qui... Alors, oui, on a beaucoup d'exemples comme ça. Des choses qui ne sont pas censées, on va dire. On a beaucoup d'exemples. On va prendre l'exemple typique, ça arrive de plus en plus souvent, de personnes qui viennent nous voir. Eh bien, moi, je veux communiquer avec les animaux parce que je veux devenir professionnel en communication, parce que j'ai pas de travail. Ça, c'est basique.
D'accord? Donc sans aucune raison, sans aucun cheminement avant. Après, il y a des personnes qui disent, ok, moi je suis cavalier et j'ai envie de communiquer avec mon cheval pour lui imposer des choses, pour lui dire qu'il fasse ce que j'ai envie. Ça aussi, c'est en dehors de nos convictions, complètement. Ça nous est arrivé très souvent. Qu'est-ce que tu as comme exemple encore? Ou alors, ouais, j'ai lu le livre ou j'ai vu à la télé et je veux faire ça comme ma carrière. Si c'est pas quelque chose qu'on peut décider, c'est pas une carrière et c'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça. Surtout quand il n'y a pas les capacités, le don donné au départ. À la base. Nous, on le transmet pour que tout le monde puisse le faire avec leur animal de compagnie. Ça, c'est important pour nous et la technique, elle est très précise, elle est très structurée justement pour que tout le monde puisse le faire. Mais moi, je le considère pas comme ça. C'est pas une carrière que on se lève un jour et on dit je vais faire ça. Nous, on a en but que chaque personne qui a un animal dans sa vie puisse communiquer avec lui pour comprendre qu'il a des émotions, qu'il a des envies, qu'il a des besoins, et pour que l'être humain puisse vivre en harmonie avec l'animal qui partage son existence, tout simplement. On ne fait pas des formations dans le but de former des gens à devenir professionnels en communication. C'est pas du tout notre but, et on a constaté par le passé que ça a amené énormément de dégâts, et que ça a amené aussi des euthanasies de nombreux animaux à cause d'erreurs que des gens avaient fait en communication. Donc ça, c'est complètement en dehors de nos convictions. Et c'est vraiment dans le but que les gens comprennent qu'ils ont un animal dans leur vie et qu'ils comprennent qu'il a une palette d'émotions, qu'il a énormément de choses à partager. C'est dans ce but-là qu'on fait la communication. Après, on a eu toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens viennent vers nous. Des gens viennent vers nous dans des séminaires parce qu'ils ont entendu parler de nous et qui disent ben moi je viens ici parce que je veux être comme vous. Donc là non, on me dit non, personne ne peut être comme nous, comme moi je ne peux pas être comme toi et toi tu ne peux pas être comme moi. Chacun est un individu avec toutes les choses qui l'accompagnent, avec toutes ses capacités, avec un bagage, avec une connexion à là-haut. Chacun est particulier, on ne peut pas être comme quelqu'un d'autre, on est ce qu'on est. Voilà, ça fait partie des choses. Des gens viennent nous voir de façon non sensée, faire cette démarche-là pour diverses raisons. Mais Après, des fois, ils sont juste des questionnements ou curiosités, ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils aiment les animaux. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, et là on est très content. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui viennent dans nos séminaires. Bon, justement, ils sont en contact avec les animaux en permanence. Donc beaucoup de vétérinaires, il y a beaucoup de gens de chevaux, des gens qui ont des élevages de chevaux ou des élevages de chiens, qui ont besoin de comprendre un peu plus en profondeur les animaux avec lesquels ils travaillent. Il y a des comportementalistes, il y a des tas de personnes qui s'intéressent à ça. Et là on a envie vraiment de transmettre ces choses-là parce que c'est important pour les animaux. Est-ce qu'il vous est arrivé Est-ce que pour vous, le fait de pouvoir communiquer avec les animaux, on a parlé des entités de lumière, des guides de lumière, est-ce que, puisque vous avez mentionné le fait qu'ils sont là, ils sont présents, on peut communiquer avec eux, est-ce que dans ce sens-là, ça veut dire que vous pouvez rentrer en communication à la demande, j'allais dire? À la demande? Avec les jets de lumière? Ouais. C'est pas vraiment à la demande, il faut simplement être ouvert et réceptif. Mais on ne transmet pas ça dans l'enseignement. On transmet la communication animale. Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est autre chose. On peut communiquer avec toute forme d'énergie. Donc, toute forme d'énergie, ça implique aussi que des esprits qui ne sont plus là sont des formes d'énergie aussi. Ça nous est arrivé au niveau des êtres humains, au niveau des animaux, mais ça, on l'enseigne pas. Ça demande énormément de travail sur soi, énormément de choses, énormément d'humilité, ça demande beaucoup d'implication personnelle. Est-ce que ça vous arrive de communiquer par télépathie tous les deux? Oui. Consciemment, j'entends. Oui, les deux, consciemment et inconsciemment. Ouais, ça nous arrive, souvent. Quand elle est à Los Angeles, que moi je suis encore en France, ou quand on est en voiture et qu'on s'arrête, je m'arrête, sachant qu'elle va me demander de s'arrêter, donc je m'arrête, je sais qu'il faut s'arrêter, ou des choses un peu plus spirituelles même. On communique souvent par télépathie. Ouais. Conrad, Leïla, un grand merci pour votre présence parmi nous. Ça a été un réel plaisir, un réel honneur de pouvoir vous accueillir. Je rejoins Nagel tout à l'heure sur
ce que vous rayonnez tous les deux, je m'en suis nourri. Donc voilà, merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une très bonne continuation, plein de lumière sur votre chemin. Et je vous dis à une prochaine fois. Oui, Merci à toi de merci. nous avoir permis de partager ce moment. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.